On a fait savoir que maintenant on était là pour la journée et que la production, la commercialisation devait s'arrêter au moins pour la journée à Future Up et pourquoi pas peut-être plus. Et pour savoir en fait, vous voyez, il y avait déjà eu une action il y a quelques années ici, une mobilisation, ça avait abouti à des pourparlers avec la direction. Et à ce moment-là, il s'était aperçu qu'il y avait un certain nombre de pesticides qui étaient interdits à l'utilisation en Europe, mais qui continuaient à être fabriqués ici et être envoyés dans les pays de l'Est, en Amérique latine et en Afrique. Ça, c'est pas du tout possible. Il y avait aussi des produits qui étaient fabriqués ici, qui étaient encore autorisés en France, mais dont la toxicité était avérée. Et ça, c'est pas possible non plus. Depuis, ils ont fait disparaître sur leur site la liste des produits qui sont vendus. Donc, ce qui continue à produire ici, ça se fait dans la plus grande opacité. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est ici. Vous voyez, en début de semaine dernière, vous avez sûrement entendu parler, il y a des faucheurs volontaires qui sont allés faire une inspection citoyenne sur un site de BASF. Et ils se sont rendus compte, c'est partout dans la presse aujourd'hui, qu'il y avait du Fasac, qui est un produit, qui est un pesticide qui est interdit en Europe et qui continue à être produit sur le site de BASF près de Lyon. C'est bien possible que ce soit la même chose ici. Du coup, on va profiter qu'on est là pour essayer de s'assurer de ce qui est produit ici encore aujourd'hui, parce que si on ne vient pas par nous-mêmes, on ne le sait pas. Du coup, il va falloir aller se rendre compte par nous-mêmes. Du coup, on va vous faire une petite invitation, vu qu'on est là, c'est aller tranquillement se balader, prendre des photos des différents produits, des différentes étiquettes de ce qui se fabrique ici, et par la même occasion, aller discuter un peu, poser des questions, et donner ces tracts qu'on a dans ce carton-là aux employés de Future Up, pour qu'un échange puisse se faire. Et à un certain moment, pour l'instant, ça a débrayé, apparemment ça travaille plus, il faut qu'on s'assure que ça débraye pour la journée. On va demander d'être reçu par la direction, mais en attendant, on vous invite avec smartphone, appareil photo, à aller faire des tours tranquillement. On ne se met pas dans une logique du tout de tension, mais par contre, en vrai, en tant que citoyen de ce pays, on a le droit, c'est même une nécessité qu'on soit informé de ce qui est produit ici. C'est des produits dangereux, c'est des produits qui peuvent être dangereux pour nous, pour des travailleurs dans notre pays qui peuvent être des poisons. On a besoin de savoir si c'est toujours fabriqué et commercialisé ici. On a besoin de le savoir aujourd'hui et souvent c'est caché. Du coup voilà, on invite les uns et les autres à partir avec des petits tas de tracts et à aller prendre des photos, des produits, des cubes, des étiquettes qu'on peut trouver pour se rendre compte de ce qui est produit sur place. Alors moi je suis Tiffany Joly, je suis porte-parole de la Confédération Paysanne du Maine-et-Loire. Cette mobilisation là aujourd'hui elle a lieu pour remettre un coup de projecteur sur la PPL Dupont qui passera en commission mixte paritaire lundi. Nous, ça nous semble hyper important d'en parler, d'en faire parler de cette PPL Dupont, parce qu'il y a un mois, quand elle devait être votée à l'Assemblée, on nous a dit que le monde agricole soutenait cette vision de l'agriculture, soutenait ce texte qui visait à lever les contraintes au métier d'agriculteur. Et nous, on est tous là aujourd'hui, société civile, citoyens, citoyennes, parents, consommateurs, agriculteurs, agricultrices, pour dire que non, cette loi, elle ne nous convient pas, elle ne nous parle pas, elle ne nous enverra pas à mieux vivre de notre métier. Cette loi Dupont, elle a plusieurs aspects. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que Thomas vient de dire. Elle a plusieurs aspects. Donc, on a la réintroduction de l'acétamipride. Je suis pas sûre que ça concerne plus de 5 producteurs de betteraves en Maine-et-Loire, pour être tout à fait honnête. Elle a aussi un autre aspect, c'est la hausse des seuils en élevage. Voilà, de 800 bovins. Je pense que nous n'avons pas une seule ferme en Maine-et-Loire qui a des élevages de 800 bovins. Donc cette loi, elle ne parle absolument pas à l'ensemble du monde agricole et surtout pas à notre territoire, le Maine-et-Loire, qui a la chance de conserver des fermes à taille humaine, qui a la chance de conserver une agriculture de polyculture élevage hyper diversifiée. Et donc cette loi, on ne la soutient pas. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le grand déni qui a lieu en fait avec cette loi. Cette loi, le déni est d'abord démocratique. Quand on voit qu'un parti politique finit par adopter une motion de rejet que lui-même a déposée, tout ça pour pouvoir partir un petit peu plus tôt en vacances le week-end de l'Ascension, je trouve ça scandaleux. Donc le premier déni est là, il est démocratique. Et je pense qu'on a des députés du Maine-et-Loire qui vont sérieusement avoir des comptes à nous rendre et qu'il va falloir qu'on aille rencontrer à ce sujet. Il y a une autre forme de déni qui a lieu avec cette PPL Dupont, c'est le déni scientifique. Il y a un moment, les chiffres, ils sont là. Les études, elles sont là. Il va falloir
déni, il est écologique. On va pas revenir dessus. On est en train d'assister à la 6e extinction de masse sur tout ce qui est insectes, pollinisateurs, etc. Et puis en fait, le monde agricole, enfin une partie du monde agricole et notamment de l'agro-industrie est en train de se tirer une balle dans le pied. Je rappelle quand même que la baisse des pollinisateurs dans nos cultures, c'est à peu près 30% de rendement en moins sur un champ de colza, par exemple. Donc à un moment, il va falloir sérieusement quel levier on souhaite activer sur nos fermes pour gagner en rendement, pour gagner en compétitivité. La solution, elle est de conserver nos pollinisateurs et de conserver notre biodiversité. Le 4e déni, il est sociétal. 80% des Français veulent une réduction des pesticides en France. Le chiffre, il est là et il est très simple. Et je pense que cette loi, elle a le mérite au moins d'avoir fait peut-être, les salaires de collés en période, d'avoir fait peut-être augmenter la consommation de produits bio en France. Parce que depuis quelques mois, la consommation de produits bio, elle repart à la hausse. Et ben merci de parler des néoniques, merci de parler de l'acétamipride, parce que les Français, ils ne se font pas avoir et ils continuent de consommer correctement. Donc continuons de mettre en avant le sujet des pesticides pour la santé de tout le monde. Et puis le dernier déni, c'est le 5e quand même. Je pense que je trouve que ça fait beaucoup. C'est le déni de ne pas répondre aux besoins réels des agriculteurs et des agricultrices français. Ça fait 1 an et demi qu'on le clame partout, haut et fort, dans toutes les institutions, auprès de tout le monde, sur la voie publique. Nous voulons du revenu sur nos fermes et vivre dignement de notre métier. Et certainement pas des mesurettes à la con qui ne nous concernent certainement pas. Donc tous ensemble, mettons du plomb à cette loi mortifère. Confédération paysanne avec de nombreux paysans et paysannes, c'est pour bien évidemment dénoncer cette proposition de loi Duplon, pour bien montrer que non, le monde agricole n'est pas unanime derrière cette proposition de loi. Que oui, on est là aujourd'hui, on n'est pas tous derrière les dirigeants, les dirigeants de la FNSEA, bien sagement à pousser pour une industrialisation de l'agriculture. On sait bien que cette proposition de loi, elle va bénéficier qu'à une poignée d'agriculteurs. C'est toujours les mêmes. Bravo aux camarades qui ont du coup pu poser la banderole sur l'usine. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est bien pour dénoncer le fait que cette proposition de loi, elle concerne qu'une poignée d'agriculteurs, qui, c'est la frange la plus puissante de la FNSEA, qui est à la tête de la FNSEA, qui ne défend que ses propres intérêts, on le sait bien. Donc aujourd'hui, à chaque fois, on nous bassine en disant, on va s'occuper du renouvellement des générations, on va s'occuper de l'installation, mais en fait, à chaque fois, ce qu'on nous sert, c'est la même sauce libérale, la même sauce de la compétition qui, à chaque fois, va vers une industrialisation de l'agriculture, va vers une industrialisation des pratiques, et donc l'agrandissement des fermes, et in fine, vers la disparition même de notre métier. Pour nous, cette proposition de loi, elle signe l'avènement d'un nouveau modèle agricole dont personne ne veut, une agriculture de firme, tenue par quelques financiers qui seraient à la tête d'immenses fermes de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'hectares, et qui du coup écraserait tout sur son passage. Donc aujourd'hui, on a choisi d'être présent ici à FIT Europe sur cette usine de pesticides pour dénoncer le lobbying de l'agro-industrie, pour dénoncer notamment le lobby des pesticides qui sont extrêmement puissants et qui est connu de tous. Aujourd'hui, c'est eux qui poussent à la dérégulation de l'ANSES, c'est eux qui poussent aux politiques libérales qui nous mettent en compétition sur le marché international, qui tirent les prix toujours plus vers le bas, et qui du coup, le fait que à chaque fois les prix sont bas, on n'a plus qu'une seule arme pour se battre sur cette bataille de la compétition, c'est les pesticides. On est obligé d'utiliser ces pesticides pour pouvoir être concurrentiel sur le marché international. Et tout ça au détriment de notre santé, les paysans et les paysannes, puisque c'est bien entendu nous et les salariés agricoles qui appliquons ces pesticides, qui sommes touchés sur notre santé. C'est aussi la santé des citoyens et des citoyennes qui est touchée
Et c'est aussi la biodiversité qui est bousillée. Et n'oublions pas que la biodiversité, elle fait partie de notre outil de travail. Donc, les conséquences dans les années à venir sur la biodiversité, elles vont être catastrophiques sur les rendements. Et ça, il faut vraiment qu'on le dénonce. Pour ce qui est de la question des néonicotinoïdes, aujourd'hui, on sait qu'elle est intimement liée à la question des betteraviers. Leur perte de revenus, elle émane bien plus de la libéralisation de la filière betterave que de l'interdiction des néonicotinoïdes. La libéralisation de cette production, le fait qu'on a supprimé les quotas a permis de la chute des prix et du fait que les betteraviers n'arrivent plus à sortir un revenu de leur production. Il suffirait seulement... Bravo, pardon. C'est bien là ce qu'on a envie de montrer, c'est qu'aujourd'hui, les pesticides, c'est avant tout des tueurs de paysans et de paysannes et de salariés agricoles qui, eux, qui appliquent ces pesticides-là. Donc, bien sûr, on avait envie de mettre en avant ce message-là pour bien montrer que, malheureusement, on est vraiment les victimes de ces pratiques libérales, le projet de loi qui nous détruit. Donc c'est en qualité de citoyenne résidente de La Rochelle et mère de famille que je me fais la porte-parole d'une association locale. Donc ici et aujourd'hui, voilà. Moi je fais la porte-parole ici aujourd'hui de cette association qui s'appelle Avenir Santé Environnement. L'association Santé Environnement est née en 2018 à Saint-Rogatien. Saint-Rogatien, c'est une commune qui est à côté de La Rochelle, où il y a eu une apparition inquiétante d'un excès de cancer pédiatrique. Donc sur cette zone-là, sur ce territoire-là. Depuis, il n'y a pas qu'une seule spot de cancer pédiatrique en Charente-Maritime, il y en a 4. Devant l'inaction, nous nous sommes mobilisés. Très vite, une question s'est imposée. Notre environnement pouvait-il en être la cause? Nous avons commencé à enquêter, à nous informer, à interpeller les autorités. Et ce que nous avons découvert, c'est l'ampleur des pollutions environnementales, industrielles, domestiques et surtout agricoles, qui impactent profondément la santé humaine. Nous avons choisi de ne pas rester silencieux, car ce sont nos enfants qui sont les premiers touchés. Je me fais la porte-parole de familles qui ont des enfants malades de cancer et des familles qui ont des enfants morts de cancer pédiatrique, de bas âge jusqu'à 25 ans. Alors je vois que ça en fait rigoler, mais j'espère que ça n'arrivera pas à vos familles, à vous. Ok, c'était une parenthèse, ça n'était pas dans le texte. Je vais me reprendre. Parmi toutes les menaces environnementales, les pollutions agricoles figurent parmi les plus préoccupantes parce qu'elles sont invisibles, omniprésentes, diffuses, mais bien réelles. Elles contaminent l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les fruits et les légumes que nous mangeons. Et les molécules en cause, fabriquées ici, sont souvent des substances dangereuses, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens. En 2024, notre association a lancé un projet citoyen unique en France, Next, pour nos enfants exposés aux toxiques. Pendant plusieurs mois, nous avons collaboré avec 72 familles volontaires dans les 6 communes de l'agglomération rochelaise. Nous avons analysé les cheveux et les urines de ces enfants sur plusieurs mois. Les résultats sont accablants. 45 molécules de pesticides retrouvées dans les cheveux. 14 molécules de pesticides retrouvées dans les urines. Une majorité de pesticides agricoles, mais aussi vétérinaires ou domestiques. Et surtout, des substances interdites, comme l'acétamipride, un écotone. Bon, j'ai révisé et j'y arrive. Vous l'avez, et vous l'avez, parce que je suis sûre que c'est dans vos protocoles et tout ça, vous allez y arriver. Pourtant prohibé en France depuis 2018, détecté en quantité significative. Or, aujourd'hui, le Parlement s'apprête à examiner la loi Duplon qui prévoit la réautorisation de cette molécule. Une loi proposée par un sénateur, ancien cadre de la FNSEA, qui justifie ce retour en arrière par la volonté de lever les contraintes pesant sur les agriculteurs. Mais de quoi parlons-nous exactement ? L'acétamipride, c'est un insecticide
neurotoxique de la famille des néonicotinoïdes. Il est reconnu pour ses effets délétères sur les pollinisateurs et une étude suisse de 2021 l'a retrouvé dans les liquides céphalorachidiens d'enfants. Le réintroduire, ce serait prolonger l'exposition de nos populations jusqu'en 2032, date de la fin de son autorisation européenne. Derrière cette loi, ce ne sont pas les agriculteurs qui sont réellement protégés, mais un modèle productiviste en crise, qui privilégie le rendement immédiat au détriment de la santé humaine et de l'environnement. Nous tenons à dire clairement, les grandes organisations agricoles qui poussent cette loi ne représentent pas l'ensemble du monde paysan. Elles défendent un modèle dépassé, centré sur la dépendance chimique et l'agro-industrie et sur l'export. Elles contribuent à une impasse économique, sanitaire et écologique. Nous dénonçons également la pression insupportable exercée sur le débat public, les intimidations envers les scientifiques, les associations, les citoyens engagés ne sont de plus en plus nombreuses. Mais nous ne céderons pas, nous ne reculerons pas, car nous portons la voix des familles exposées et des enfants malades, des citoyens inquiets et même d'agriculteurs qui refusent d'être associés à ces logiques dévastatrices. Ce projet de loi est un recul historique. Il ne protège pas les agriculteurs, il les met davantage en danger. Il ne répond pas à la crise agricole, il ne propose aucune solution structurelle. Il ne défend ni les revenus, ni la souveraineté alimentaire, ni la santé publique. Pire encore, ce projet de loi, il affaiblit l'indépendance scientifique de l'ANSE et en permettant au ministère de l'Agriculture de passer outre ses avis. C'est une attaque directe contre la démocratie sanitaire, contre la science indépendante, contre le principe de précaution. Alors, nous posons la question, pourquoi réintroduire une molécule interdite? Pourquoi continuer à importer des aliments cultivés avec des substances que nous jugeons trop dangereuses chez nous? N'est-il pas temps, au contraire, de protéger notre agriculture contre cette concurrence déloyale et de soutenir une transition vers un modèle réellement durable? Et là, j'espère que le préfet, il écoute, parce qu'en fait, ça s'adresse aussi à lui, puisqu'il a un peu de pouvoir, peut-être. Ou alors n'est-il qu'une marionnette, je ne sais pas. Nous demandons, ça c'est une aparté, ces persos. Nous demandons le rejet immédiat de cette loi par les parlementaires. Nous demandons la mobilisation citoyenne partout en France le dimanche 29 juin. Nous demandons le respect de l'expertise scientifique et pas que de la thune. C'était ma parenthèse. Nous demandons un vrai soutien économique à la bifurcation agroécologique. La véritable trahison, ce n'est pas de refuser cette loi, c'est d'ignorer les alertes sanitaires. C'est d'abandonner nos agriculteurs. C'est de faire passer les intérêts de quelques lobbies avant la santé de tous. Notre santé n'est pas négociable. Notre environnement n'est pas à vendre et notre avenir mérite mieux qu'une agriculture toxique. Nous ne laisserons pas passer cette loi sans réagir. Nous continuerons à nous battre avec la force de notre engagement et la légitimité de nos constats et la responsabilité que nous portons envers les générations futures. Ça parle peut-être aux élus, peut-être. Parce que désormais, nul ne pourra dire qu'il ne savait pas. Merci d'avoir écouté leur texte. Et on est de deux collectifs de Loire-Atlantique, un qui s'appelle, je vais laisser Colette le présenter, et puis moi je suis du collectif qui s'appelle le collectif sans pesticides, et on dit maintenant collectif sans pesticides de Macérac parce qu'on défend une zone de captage qui est au nord du département, dans le pays de Redon, et qui s'appelle Macérac, qui alimente 20 000 personnes sur cette zone-là. Et donc il y a 5 ou 6 ans, on s'est aperçu que, en regardant les analyses de l'ARS sur nos factures, qu'il y avait des dépassements de produits pour entre autres pour un truc qui s'appelle le hésamétolachlore. Alors bon voilà, c'est un métabolite d'un truc qui s'appelle le métolachlore et qui est interdit pourtant depuis. Mais on retrouve toujours, c'est l'histoire des métabolites, ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des molécules mères et puis derrière, ça se transforme et ça finit par rester, quoi. Et donc, quand on a vu ça, on s'est interrogé, on s'est regroupé, surtout c'est une zone qui était une zone de marais et qu'on avait défendue avant en disant qu'il fallait garder cette zone de marais. Et finalement, petit à petit, c'est devenu une zone de grande culture. Et ce qui devait arriver arriva.
les pesticides sont là. Donc voilà. Et donc face à ça, à cette situation-là, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Et puis j'allais dire que on est très déçus par les politiques qui sont mises en place. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il faut du curatif, des politiques curatives, parce que là on est arrivé à un point où il faut des processus industriels pour enlever les pesticides qui sont dans l'eau, pour pouvoir la distribuer. Mais on s'aperçoit que ces politiques curatives ou ces politiques, elles sont largement insuffisantes, elles coûtent cher. Et c'est les consommateurs qui payent. Là, on est en train de construire des usines d'eau partout, et c'est un coût, et le coût il est porté uniquement par les consommateurs. Et puis bon, là, je parlerai pas du côté qu'on en crève, quoi, hein, parce qu'il y a ça, c'est le premier truc, c'est le fait que ces pesticides font crever les gens, quoi. Bon, je suis aussi adhérent du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, qui fait un travail remarquable là-dessus, c'est-à-dire de montrer que les gens en meurent, et les premiers à en mourir, ce sont les agriculteurs. Mais donc, à côté de ce problème de santé, il y a aussi le problème des coûts que ça induit pour la population. Et donc, la seule solution, ce que trouve, nous on a une eau qui est, face à ce problème de dépassement des seuils, la solution pour les pouvoirs publics, pour le préfet, ça a été une chose, c'est de faire une dérogation. Et on distribue partout en ce moment, on distribue de l'eau par dérogation. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à tenir les seuils, et donc la seule solution, c'est de déroger. Et d'essayer de trouver d'autres solutions, ou alors ils inventent des choses du genre il y aurait des pesticides qui seraient pertinents et d'autres qui seraient non pertinents, et comme ils sont plus pertinents, on peut augmenter les seuils. Actuellement, normalement, on peut pas dépasser dans l'eau potable, dite potable, on peut pas dépasser 0,1 microgramme par litre. Et avec certains produits, comme ils n'ont pas de solution, on passe à 0,9 directement. Donc on continue, et après, en fait, on dit il y a pas de problème de santé puisque ça correspond aux normes de potabilité. Mais en fait, la solution qu'ils ont, c'est d'augmenter les seuils de potabilité. Bon, voilà à peu près ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole à Colette. Il a déjà tout dit. Et bon, nous on est donc d'un collectif, de plusieurs collectifs d'ailleurs, pour de l'eau potable, qui est un collectif de parents d'élèves du côté de Nord-sur-Erdre, sur la zone de captage de Plessis-Pas-Brunet, d'un autre collectif qui s'appelle Au Secours, qui réunit plusieurs associations, et aussi Notre-Dame Poursuivre Ensemble. Et donc, voilà, on s'est intéressé au problème des molécules qu'on retrouve dans l'eau du robinet. On s'est intéressé à tout ça parce que distribuer de l'eau qui n'est pas véritablement potable, il y a quand même un gros problème. Et donc, je vais vous lire un petit texte vite fait. Alors, le captage de Plessis-Pas-Brunet figure dans la liste nationale issue des travaux du Grenelle de l'environnement des captages les plus menacés par la pollution diffuse. La pollution diffuse, en fait, ça veut dire les pesticides et les nitrates, on appelle ça diffus. Alors, de l'ésamétallochlore, donc t'en as parlé, herbicide du maïs interdit depuis 2023, un métabolite de l'herbicide S-métallochlore, aussi le chlorothalonil, R47 et compagnie, classé cancérigène possible, et son utilisation est interdite en Europe depuis 2020, et bien d'autres molécules de pesticides qui, en se conjuguant, produisent des effets cocktails. C'est ce qu'on trouve dans l'eau, hein. Alors, une nouvelle molécule découverte, le TFA, métabolite d'un herbicide de flufénacée, c'est des jolis noms, on préfère apprendre le nom des abeilles solitaires, mais bon, là, il y a un paquet de noms comme ça. À ce jour, le syndicat d'eau est dans l'impasse technique pour traiter cette molécule. Et aussi des nitrates. Alors là, les nitrates, c'est quelque chose parce que, en fait, donc sur Plessis-Pas-Brunet, l'eau d'un puits est tellement nitratée qu'on est obligé d'aller chercher l'eau d'un autre endroit qui s'appelle Mazerolles pour la mélanger pour avoir un taux acceptable. Donc c'est quand même assez ballot d'aller mettre de l'eau propre avec de l'eau archi-nitratée. Alors, le coût de la nouvelle usine, donc t'en as parlé aussi, c'est de traitement, c'est très cher. Celle-là, elle coûtait 6,5 millions d'euros pour revenir à des seuils tolérables de résidus de pesticides. Alors donc ce sont les usagers qui payent deux fois, hein, le coût de la dépollution et le coût des subventions à une agriculture qui pollue. On est quand même vraiment les pigeons de service. Non seulement ils empoisonnent, mais on paye les subventions données à l'agriculture industrielle. Et deux, la dépollution qui coûte mais vraiment extrêmement cher. Le principe pollueur-payeur n'est pas respecté. Donc c'est le principe fondamental du droit de l'environnement adopté en France en 95, c'est la loi Barnier.
Alors un plan d'action, il y a eu un plan d'action effectivement qui a été signé en 2024. On a attendu très longtemps avant de l'avoir, mais seulement il est basé sur le volontariat des agriculteurs et des agricultrices. Et les seuils proposés sont insuffisants au regard des enjeux. Alors c'est le manque de mobilisation des agriculteurs et des agricultrices concernés qui a causé la dégradation de la qualité de l'eau issue des forages. Et donc évidemment l'acceptation des services de l'État à cette situation plus globalement. Donc en fait on s'aperçoit évidemment que les services de l'État ne protègent absolument pas la santé publique. D'après alors une dégradation généralisée pour l'eau des... Ça va, je vous emmerde pas trop? Ça va? Ça peut être long. Hein. Alors, une dégradation généralisée pour l'eau des captages. D'après le rapport de Génération Future 2024, en France, 56 métabolites trouvés dans les eaux souterraines et ou potables, dont une douzaine à risque avéré ne font l'objet d'aucun suivi, ce qui annonce évidemment d'autres catastrophes. En France, en 40 ans, 2500 captages d'eau potable sont fermés. Et 41% pour teneur excessive de pesticides et de nitrates. Et le coût directement attribuable aux pesticides, régulation sanitaire des pollutions de l'eau, carbone, etc., s'élève à 2,3 milliards d'euros par an. Donc ça, c'est le rapport 2020 CCFD Polynice Basique. Alors, les pesticides, évidemment, sont dangereux pour la santé publique. Le comité d'experts nommé par l'INSERM a rendu un rapport en 2021 sur les effets des pesticides sur la santé, lymphome, non-hodgkinien, Parkinson, myélome multiple, cancer de la prostate, troubles digestifs, pneumopathie chronique, bronchite chronique chez les enfants et les femmes exposées durant la grossesse, troubles neurodéveloppementaux, leucémie, cancer du système nerveux central. Ben non, en fait, on ne nourrit pas le monde avec des productions intensives utilisatrices de pesticides. Non, non. Celle-ci, elle favorise une dégradation des sols, pollue la terre, l'eau, la terre, et elle porte une atteinte majeure à la biodiversité, à la santé aux vivants, parfois de façon irréversible. Bon, alors, donc, il faut déjà stopper tous les pesticides sur les zones de captage, qui est la loi Jean-Claude Roux qui a essayé de proposer. Évidemment, elle est pas passée. Et il faut partager l'eau équitablement et protéger les milieux naturels et les services qu'ils nous fournissent gratuitement et soutenir la transition pour une agriculture paysanne qui respecte le vivant et rémunère les gens qui travaillent, les paysans et les paysannes. Voilà. Il faut savoir qu'au Paraguay, se réunir pour contester ces grands propriétaires, c'est une mort assurée. Donc, il n'y a pas de résistance, pas parce que les gens sont inconscients, mais parce qu'ils sont massacrés. Il se trouve qu'après le Paraguay, j'ai des amis, j'ai travaillé longtemps avec un syndicat, j'étais paysan avant, en colombien. En Colombie, tout le monde, il y a eu des accords de paix, soi-disant. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les paysans ou les peuples indigènes sont toujours menacés. Le but, c'est de les expulser de leurs terres pour récupérer leurs terres. Et les produits phytosanitaires, l'élevage industriel, ce qui est catastrophique pour moi, c'est que ce sont que des OGM, que ce soit au Paraguay, que ce soit en Colombie, et tout ça, ce n'est que des cultures d'exportation. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en France, on interdit la culture d'OGM, mais les paysans de la FNSEA nourrissent leurs bêtes avec les cultures OGM. Donc c'est de la schizophrénie totale. Et là, on n'est pas sur des petites surfaces. Le Paraguay, je connais le Paraguay depuis longtemps. Tout a été déboisé, et vous prenez un bus, vous allez faire 10 heures de bus, c'est monoculture, soja. Tout va à l'export. Il n'y a pratiquement rien de consommé dans le pays puisqu'il n'y a pas d'élevage de poulets ni de cochons au Paraguay. Et sur la Colombie, il y a un syndicat, le syndicat avec lequel on travaillait, nous quelques paysans de Loire-Atlantique, qui s'appelle l'ANUCOUR. Lorsque vous rentrez dans le syndicat, il faut imaginer que tu ne peux pas rentrer si tout est blindé. Il y a eu 300 assassinats de leaders de syndicats sur le syndicat de l'ANUC. Tant est que beaucoup de départements n'ont plus de représentants en Colombie. Après les accords de paix, on pourrait être censé que ça s'est arrêté, archi faux. Sur les accords de paix qui ont été signés en Colombie, ils sont rendus à 470 personnes, individus tués
par les AOC, l'extrême droite, 450 personnes des FARC. J'ai vu des trucs extraordinaires. On ne peut pas tout dédouaner, par exemple, des FARC. Quand je parle de ça, je parle des paysans, parce que la plupart des gens qui étaient dans les FARC viennent du monde agricole. Et ces gens-là ont déposé les armes, ont fait des comités pour rechercher les assassinats qu'ils ont eux-mêmes créés. 20% des exactions en Colombie étaient des FARC, 80% étaient de l'extrême droite AOC. À l'heure actuelle, en Colombie, ils veulent passer 2 lois. Le président Petro est un président social-démocrate, on va dire, mais qui fait une politique de gauche, parce qu'il est forcé de faire une politique de gauche. Et là, à la manif du 1er mai, il est venu 15 000 indigènes qui ont pris l'université de force, et qui sont restés 4 jours, et on a défilé dans les rues de Bogota. Et le président Pedro, il n'a pas aucune des chambres, il n'a pas la chambre des députés ni les sénateurs. C'est les mêmes constitutions qu'en France. Tant est qu'il ne peut passer pratiquement aucune loi. Donc, il veut faire un référendum pour passer 2 lois fondamentales. Le droit à la sécurité sociale pour les paysans et le droit à la retraite pour les paysans et les ouvriers. Et tout est bloqué. Les oligarques, parce que ce soit les députés ou les sénateurs, pratiquement tous viennent de familles de grands propriétaires. Et tout est bloqué. Et donc, ils veulent passer cette loi. Ils pensent qu'avec le référendum, mais c'est pas sûr. Les élections, c'est l'année prochaine. Et un président, c'est 4 ans. Il n'y a pas de renouvellement. Donc, je veux dire que tout est lié, parce que quand tout le monde rigole là sur les marches, ils ne voient pas tous les gens qui crèvent de leur faute. Ils ne sont pas responsables directement. Ça, je suis d'accord. Mais l'entreprise est responsable. La finance est responsable de ça. Et eux, même, moi, ce qui me catastrophe dans nos putains de pays là, d'Europe, c'est que même si on arrête d'utiliser les produits, on les exporte. Et ça, c'est catastrophique. Parce que ça, personne, notre société, elle marche sur la tête. Mais elle marche sur la tête, pas que les gens sont bêtes. Parce qu'en discutant avec les ouvriers, j'ai bien vu qu'ils ne sont pas. Mais de me dire que l'on défend nos familles en travaillant ici, je peux l'entendre. Parce qu'il y a des emprunts. Mais ils pourraient travailler en produisant complètement autre chose, en fabriquant des choses pour la bio, et ils garderaient leur boulot. C'est ça qui est catastrophique, de créer une argumentation contre la bio. Contre la bio, c'est impossible. Et voilà. Et ce que je veux dire surtout, c'est que toutes nos fabriques à l'heure actuelle en Europe participent vraiment à l'extermination pas qu'en France, pas que les maladies que l'on se chope ici, mais vraiment au niveau international, c'est une catastrophe. La pollution est partout. Les grands propriétaires gagnent de plus en plus de propriétés partout. C'est vrai, on est dans la même situation en Europe, on est dans la même situation en France. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.